Les troubles révolutionnaires avaient éclaté en Allemagne dès octobre 1918. Le signal en avait été donné par la mutinerie des marins de Kiel. Kiel était le port où était réfugié le gros de la flotte allemande pendant la guerre. Et à travers toute l'Allemagne s'étaient constitués des comités d'ouvriers et de soldats et des grèves avaient éclaté. L'empereur Guillaume II abdiqua le 9 novembre 1918. Cette abdication avait été d'ailleurs mise comme condition préalable à tout armistice par le président Wilson. Et l'empereur Guillaume II avait été poussé à l'abdication par le haut état-major. Et un gouvernement socialiste provisoire est mis en place, dirigé par Ebert. Et ce gouvernement s'intitule Conseil des commissaires du peuple. Vous voyez que tout ça fleure bon la révolution soviétique. Toutefois, ce gouvernement est soutenu par l'armée. Mais, le même jour, est établi un contre-gouvernement par Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, et ce gouvernement, également socialiste, a pour but d'établir au plus vite une république socialiste en Allemagne. Si bien qu'en janvier 1919 éclate à Berlin la révolution spartakiste. Et cette révolution spartakiste sera écrasée par l'armée soutenue par des corps francs. Ces corps francs sont des troupes irrégulières constituées d'anciens combattants. Et des troubles du même genre éclatent en Saxe ainsi qu'à Hambourg. Mais c'est en Bavière que les troubles seront les plus grands, avec l'établissement d'une république soviétique de Bavière, qui va durer d'avril à mai 1919, un gouvernement extrêmement sanglant d'ailleurs, qui sera lui aussi écrasé par l'armée soutenue par les corps francs. Toute cette aventure des corps francs, qui joue un si grand rôle, est évoquée par Ernst von Salomon dans son livre Les Réprouvés. Ebert, néanmoins, dès janvier 1919, avait réussi à faire élire une assemblée constituante. C'est précisément ce que les partisans de la révolution soviétique voulaient éviter. Vous vous rappelez qu'en 1917, quand l'assemblée constituante s'était réunie, eh bien, elle avait été dispersée le lendemain même de sa première session par les gardes rouges de Lénine, car les élections sont rarement favorables aux révolutions. Elles ne l'ont pas été en Russie, elles ne l'auraient pas été non plus en Allemagne, comme d'ailleurs les élections l'avaient prouvé. Et cette assemblée constituante adopta en juillet-août 1919 une constitution parlementaire, et Ebert, qui était président du gouvernement, devint président de ce qu'on appela la République de Weimar, parce que pendant les troubles de Berlin, les organes du gouvernement s'étaient réunis à Weimar, en Thuringe. Et tous ces troubles avaient empêché les délégués allemands de plaider la cause de l'Allemagne au congrès de Versailles, si bien qu'ils avaient dû accepter, et l'Assemblée élue a accepté les conditions du traité de Versailles, qu'on appela un diktat, en raison de la dureté de ces conditions. Alors il n'est pas exact de dire que la Révolution a fait perdre la guerre à l'Allemagne, mais c'est vrai qu'elle l'a empêché de résister aux exigences léonines des Alliés. Et en cela, l'expression coup de poignard dans le dos est justifiée. Néanmoins, l'Allemagne, si la guerre avait continué, aurait été vaincue, ça ne fait aucun doute. Et accepter ces conditions du traité a été en quelque sorte le péché originel de la République de Weimar, aux yeux notamment de la droite. Et ce diktat de Versailles donc proclame la responsabilité exclusive de l'Allemagne, la condamne à payer des dommages de guerre et des réparations très importantes, et puis il y a de grosses concessions territoriales. L'Alsace et la Lorraine sont données ou rendues à la France, d'une part, et puis aussi toute la région de Posen, Poznan en polonais, revient à la Pologne reconstituée. Et aussi, la Pologne reconstituée coupe en deux l'Allemagne, puisque la Prusse se trouve séparée du reste de l'Allemagne, notamment par la ville de Danzig, qui n'est attribuée à aucun des deux pays, mais proclamée ville libre. Et donc ça va être la question du corridor de Danzig, Danzig qui s'appelle Gdansk en polonais, qui va également être une revendication de la droite nationaliste allemande. Et dès 1920 se produit le coup d'État de Kapp contre la République de Weimar, et ce coup d'État ne sera pas réprimé par l'armée qui refuse d'intervenir, et il échouera à cause d'une grève générale. Et cette grève générale entraîne la formation d'une armée rouge de 50 000 hommes, pas moins, et qui, elle, sera vaincue, cette fois, par l'armée. Et l'armée, dans cette affaire, agit de sa propre initiative, et non pas par un mandat du gouvernement. Et elle est soutenue, encore une fois, par les corps francs. Et n'oublions pas que pendant ce temps-là, la Pologne résiste toujours à l'armée rouge, qui va atteindre la Vistule, et donc c'est à quelques dizaines de kilomètres de l'Allemagne. Et la droite, évidemment, reproche beaucoup sa faiblesse à la République de Weimar, si bien qu'une série d'attentats seront perpétrés. Le plus célèbre, c'est l'assassinat de Rathenau, ministre des Finances, en juin 1922.
Et en 1923, l'Allemagne, qui a des difficultés de tous ordres, cesse de payer les réparations. Et par conséquent, Poincaré, qui est revenu au pouvoir en 1922, fait occuper la Ruhr, d'ailleurs conjointement avec la Belgique. Et à cette occupation répond une grève générale et une résistance passive. À vrai dire, il aurait fallu s'y attendre. La France comptait se payer sur le produit du travail des mineurs et des ouvriers. Ils ont cessé de travailler. Ça n'a donc rien réglé. Et puis, on peut signaler aussi que la France, dans cette affaire, ne s'est pas montrée tellement tendre avec la région occupée. Donc la France pleure beaucoup quand elle est occupée, mais il ne faut jamais oublier de voir comment elle se comporte quand elle occupe ses voisins. Et le gouvernement soutient les grévistes, il imprime de la monnaie pour payer les grévistes qui ne travaillent pas. Et quand on imprime de la monnaie qui ne repose sur rien, on crée de l'inflation. Et dans ces circonstances, c'est même de l'hyperinflation. Alors, les chiffres ne veulent plus rien dire. Au mois d'août 1923, 4,2 marques valent 1 dollar. Et en novembre, c'est 4200 milliards de marques qui valent 1 dollar. Je rappelle que dans un milliard, il y a 1000 millions. Le timbre-poste vaut 30 milliards. Même tout ça ne veut plus rien dire, la monnaie n'a plus aucune valeur. Et c'est aussi en cette année 1923 que se produit le coup d'État de la brasserie de Munich, qui sera la première occasion de se faire connaître d'un certain Hitler. Mais en décembre 1923, Stresemann devient chancelier et Stresemann va rétablir la situation. D'abord, il va y avoir le plan Dawes qui va rééchelonner les réparations et donc entraîner l'évacuation de la Ruhr en 1924. Et d'autre part, Stresemann va réussir à rendre aux marques sa valeur d'origine. Et ce rétablissement financier va être suivi d'une croissance tout à fait spectaculaire qui va durer jusqu'en 1928. Cette période est marquée aussi par un apaisement entre la France et l'Allemagne, qui est opéré par Briand, et en 1925 est signé le pacte de Locarno. Par ce pacte, l'Allemagne reconnaît sa frontière occidentale, pas sa frontière orientale. Elle reste quand même difficile à reconnaître, mais la frontière occidentale est reconnue, et donc cela permet à l'Allemagne de faire son entrée à la SDN, Société des Nations, ce qui lui était refusé jusqu'alors. Vous voyez, cet épisode d'inflation tout à fait spectaculaire est évidemment extrêmement connu, mais il sera de courte durée et au fond, il y a quand même une certaine stabilisation du régime. Malheureusement, Stresemann meurt en 1929 et cette même année 1929 éclate la crise qui commence par l'effondrement de la bourse de New York et c'est cette crise de 1929 qui portera le coup de grâce à la République de Weimar.